Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'information, votre kaléidoscope hebdomadaire de l'actualité sur Canal 2 International. Ils sont garants de la sécurité des biens et des personnes dans nos villes. Ils sont également dépositaires de l'autorité de l'État en matière de sécurité routière. Et pourtant, ces dernières semaines, c'est le désamour entre automobilistes et agents de police. Comment comprendre cette recrudescence des violences contre les policiers? Faut-il craindre le pire avec cette montée en puissance des violences faites à ces agents des forces de l'ordre? Où est passée la peur du gendarme? Les Camerounais ont-ils atteint les sommets de l'incivisme? Ces questions et bien d'autres constitueront le fil rouge de cette édition de la rétro. Et pour en parler, un homme, son nom, Jonas Yedidia Alirou. Il est le coordonnateur national de la campagne Citoyenneté et Cohésion sociale Police-Population. Nous allons le retrouver dans quelques poussières de secondes. Mais avant, petit coup d'œil dans le rétroviseur avec ce zapping. C'est le round-up de l'actu. À tout de suite. Une famille effondrée et des riverains ahuris. Nous sommes au lieu d'Iraïngousso à Yaoundé. L'incendie mystérieux, survenu cette mi-journée de mardi dans ce domicile, n'a laissé aucune chance de survie au petit Joseph, âgé d'à peine 10 mois. Ça, c'est la dernière photo de mon fils que j'ai pris ce dimanche. Regarde comment mon fils est beau. Les efforts des riverains pour tenter de sauver le petit garçon sont vains. On a vu qu'une maison qui était en train de se brûler. Subitement, on a seulement commencé à chercher les seaux d'eau, on a commencé à verser pour éteindre le feu. Après, la maman arrive, elle nous dit qu'il y a son enfant à l'intérieur de la maison. Et au moment qu'on entre, on voit que l'enfant avait déjà brûlé, il n'y avait plus moyen de sauver l'enfant. Les populations sont dans les mois. La famille et les proches, inconsolables. J'arrive chez moi, je vois mon fils. Je demande où est mon fils, où est mon fils. On ne savait même pas que l'enfant était dedans. Parce qu'elle était en train de dormir. Je regarde mon fils. Mon fils était là, comme un chef, comme vient de brûler. Je connais que Dieu va me donner la force. Ça, c'est déjà mon 3e enfant que je perds. Les causes réelles de cet incendie ne sont pas encore identifiées. Cependant, l'on soupçonne ici des branchements anarchiques. Il y avait les câbles partout sur la toiture. J'ai dit on enlève, on a laissé, on a mis le plafond avec les câbles sur ça. Une enquête est ouverte par les forces de l'ordre pour déterminer l'origine réelle de cet incendie. La touche finale en couleur. Les préparatifs sur l'infrastructure d'un établissement privé s'entend la rentrée prochaine. Ici, la date connue tirée du chronogramme de l'année scolaire est le 6 septembre. Je suis sûr que la rentrée c'est le 6 septembre, il n'y a pas d'embâche. Donc, 6 septembre, on va lancer. La rentrée prochaine sera pour cet institut de l'enseignement secondaire la 2e vitesse arrimée à l'officiel. La première, exclusive aux classes d'examen, a eu lieu il y a quelques semaines. C'est une stratégie mise en place par l'établissement pour relever le niveau des enfants. Comme ils ont tellement distrait en ville avec les télés, les ceci, les cela, on voit mieux qu'au lieu de 9 mois de classe, on pouvait les donner 10 mois de classe. Ici, dans cet autre établissement, les inscriptions battent son plein. Préparatifs bouclés. La date de la rentrée est attendue. Attention figée sur la hiérarchie. La décision de la hiérarchie est toujours la bienvenue. Mais pour ce faire, nous, on est déjà prêts à affronter la rentrée. Au privé comme au public, le qui-vive est actionné. Au lycée bilingue de Nkoleton, c'est l'allure du neuf pour accueillir à tout moment. Nous sommes fin prêts pour accueillir les enfants à n'importe quelle date. Nous avons déjà déblayé nos jardins. Nous sommes en train de mettre la propriété définitive dans le campus. Et concernant les documents administratifs, nous avons fini avec les emplois temps de l'année prochaine et la distribution des tâches de tous les responsables du lycée.
La date du 6 septembre reste non confirmée. Le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires sur la chaîne de télévision publique hier a convoqué la patience pour substituer l'idée de polémique. Il n'y a pas de polémique au sujet de la rentrée scolaire. En général, ce qui se passe, c'est que des propositions sont faites aux plus hautes autorités du pays. Et je peux vous confirmer ce soir que les plus hautes autorités du pays se prononceront dans les prochains jours sur la date de la rentrée scolaire. L'inconnu de la rentrée reste donc sa date, encore au calendrier restreint de la primature. Dévoilement de la stèle, coupure du ruban symbolique, un tour du propriétaire et l'émissaire du chef de l'État qu'accompagne une forte délégation en ressort avec un passeport biométrique établi sur place. En 20 minutes, nous sommes venus de là, 48 heures. C'est devenu monnaie courante ici depuis la mise en service le 1er juillet dernier du Centre national de production des passeports biométriques. Près de 35 000 rendez-vous en ligne enregistrés à date, environ 1000 personnes enrôlées chaque jour au Cameroun et dans les missions diplomatiques. Celles qui franchissent toutes les étapes entrent en possession du précieux sésame en 48 heures. Plus besoin de partir du service de résidence pour la capitale afin de souscrire aux formalités de demande d'un passeport ou de se laisser embarquer dans les réseaux d'arnaque ou d'escroquerie. Tout devient automatique. L'aboutissement d'un travail de longue haleine entre la Sûreté nationale et le consortium INCM Agentic. Plus de 30 millions d'euros mobilisés pour en arriver là, en dépit des contraintes imposées par le coronavirus. Et ce n'est que le début. Nous avançons avec la construction de 2 centres supplémentaires d'enrôlement, celui à Douala et Garoua. La matérialisation de la détermination du président de la République de moderniser les infrastructures du pays. Chaque jour qui passe sous le leadership sage et avisé de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, le Cameroun se transforme positivement, avance fièrement et résolument sur le chemin de la Face aux forces de sécurité nigérianes, il a jeté les armes. Lambert Ntui Asson, 36 ans, sans doute l'un des visages de la crise sécuritaire qui agite le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Sa spécialité, le trafic d'armes et d'explosifs. Il vient d'être appréhendé à Ekom, un village situé à la frontière Cameroun-Nigeria, dans l'état d'Akwa Ibom. Le suspect raconte les circonstances de son arrestation. Ils m'ont arrêté à mon domicile à Ekom. Nous étions 3. Nous avons été conduits par la police à Oyo. Et puis, à la suite de l'intervention des Nations Unies, on nous a amenés à Ouéry. Et c'est comme ça que nous avons atterri à Abuja. Au moment de son interpellation, le marchand d'armes, qui était déjà connu des radars des forces de sécurité, avait en sa possession une importante cargaison. 58 explosifs, probablement de la dynamite, 216 armes chargées et des téléphones de marque Turaya, du matériel de guerre hautement dangereux qu'il s'apprêtait à faire passer au Cameroun. Comme le montrent ces images de la web TV de la police nigériane, il a été présenté en compagnie de 39 autres suspects, passés maîtres dans l'art du kidnapping, de la cybercriminalité, du trafic d'armes et de voitures, et même des crimes proches de l'homicide. Des recherches plus poussées sont menées en ce moment. Les forces camerounaises et nigérianes travaillent en symbiose afin que lumière soit faite. Du R+4 en beau décor de loin, sans préjuger une belle convoitise, que non. Plus près, les habitués dévoilent le code, les doigts pincés sur le nez. On n'arrive plus à respirer, ça sent tellement mauvais. Les parkings sont devenus des lacs nauséeux, avec un mélange d'eau souillée et de matière fécale sortie des regards bouchés. De là naissent des ruisseaux qui répandent la merde et les odeurs dans toute la cité. Toutes les commodités du rez-de-chaussée ont cédé place aux mauvais explorateurs. Terrible.
très terrible parce que l'être humain ne peut pas vivre dans ce genre de circonstances, de conditions, quoi. Nous, toujours, les odeurs nauséabondes, ça arrive même au niveau deuxième niveau, même si je peux dire. À l'étage, c'est un nouveau mode de vie dans les appartements. Cohabitation avec des odeurs nauséeuses, des inondations par endroits et surtout des bottes pour se mouvoir à la maison. Je ne peux pas entrer ici en babouche. Je suis vraiment déçue. Et chaque mois, on fait le versement. Les toilettes, les murs et toute la tuyauterie de plomberie est endommagée. La vie est un véritable calvaire ici. Quand les gens font leur sel en haut, ça nous infecte ici. Donc, ça renvoie les sels de ce côté. Et parfois, c'est partout sur le sol. Je ne sais pas, avec les enfants, on vit la merde ici, là. Et au moins, on paye le loyer. Ce loyer est payé à la société immobilière du Cameroun, SIC. Là-bas, on est au courant de la situation et les causes sont même déjà identifiées. J'ai même eu à faire une descente là-bas pour constater moi-même. En fait, il est question des travaux qui ont été réalisés par la communauté urbaine sur la voirie de ce complexe immobilier et qui a bouché les regards. Nous avons commis déjà un prestataire qui est sur le terrain depuis la semaine passée en vue de rétablir les connexions propres à ces logements-là. 2 semaines données aux prestataires pour trouver une solution ponctuelle. La SIC salue la collaboration avec les locataires qui aboutit à l'engagement des travaux. Mais il y a une bonne nouvelle, la réhabilitation totale arrive. L'État a donné même les moyens à la SIC pour réhabiliter complètement ce complexe-là. Nous avons eu le quitus du ministère de l'économie et du plan pour commencer les travaux peut-être dans 2 mois après le lancement de l'appel d'offres. L'espoir qui sortira peut-être le Kansig Messa de la merde. La viande de bœuf, fraîche comme on aime, mais à prix d'or. On vendait le kilo à 2700 sans eau. On a fait grimper à 100. C'est seulement 2800 et 2300. Normalement, pour qu'on s'en sorte très bien, il faut vendre la viande à 3500 et 2500 avec os. Désormais, c'est 100 francs en plus. Le prix du kilo de viande de bœuf a pris du poids dans les marchés de la capitale. Au marché à bétail de Yaoundé cet après-midi, Mustapha est coincé par les chiffres. On a l'argent, on fait le tour depuis là dans le marché de bœufs. On ne parvient pas à acheter les bœufs. Les bœufs qu'on nous vendait à 400 000, actuellement c'est dans les 450 000, voire même 480. Et imagine quand tu achètes un bœuf de 400 000 et que ça peut te faire 150 kilos. Même toi, même celui que tu as acheté au prix de gros à 2 000, quand tu calcules ton argent, ça te fait 300 000. Tu perds combien? 100 000. Plus l'argent d'abattage, 8 300, ça te fait combien? 108 000. Et on va aller la vendre à 2 300 pour s'en sortir comment? C'est ça le problème. Le problème ici n'est pas celui de la pénurie. On peut l'attester ce mercredi dans ce point de ravitaillement important de la sous-région. De gros et petits, de toutes les couleurs de bœufs, on en trouve. Seulement, pas à la portée de toutes les bourses. En partie à cause des tracasseries routières. Même l'embarquement là-bas, on nous parlait des parties de Koussiri. Il y a des gens qui prélèvent 325 000 par camion, par embarquement. Ils prélèvent des taxes que les gens ne connaissent pas où ça part, où ça vient. Parce que lors de l'embarquement, il y a les taxes qu'on prélève 325 000 qu'on dit, nous ne connaissons même pas où ça part. Et en route, avant que les camions n'arrivent, il y a les tracasseries routières. En sorte que chaque contrôle, il y a un prix qu'on prélève en route. Et arrivé au niveau du 10 marché même, il y a les taxes que les gens prélèvent. Ajoutez à ça d'autres charges qui pèsent sur ces éleveurs, même sur cet espace commercial. Cette marché est conduit par les individus. Donc c'est ça qui fait en sorte que ici, là, même pour positionner tes bêtes, pour que tu les vends, il faut l'emplacement. Donc on n'arrive pas à comprendre, ici là, les commerçants sont tellement matés. Ils n'arrivent même plus à respirer. Pour pallier ces difficultés, le gouverneur de la région du centre avait pourtant mis sur pied un comité de gestion de ce marché. Jusqu'à présent, on ne voit pas, le comité de gestion ne prend pas corps. Ça ne fonctionne pas. C'est pour cela que nous demandons à ce que le comité de gestion que le gouverneur avait créé pour gérer ce marché soit entre dans ses fonctions, parce que c'est déjà installé par le gouverneur.
Le patron de la région, justement, convie tous les acteurs du secteur à une réunion de concertation ce jeudi 26 août. En attendant, chez Sobadio, le vendeur de viande grillée, la bouchée à Guicheuse a changé de camp. Payer avant d'être servi. Mesdames, Messieurs, l'actualité, c'était cela. L'actualité, c'était également ces policiers qui ont fait la une de vidéos en circulation sur la toile. On leur a roulé dessus. D'aucuns ont été traînés sur le macadam. D'autres encore ont fait les frais de coups de poing. Pour parler de cette situation, nous avons un invité. Il s'appelle Jonas Yedidia Alirou. Bonjour Jonas. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau de la Rétro. Merci et félicitations pour le civisme dont vous faites preuve en mettant sur la table du débat un sujet aussi important que le vivre ensemble entre le citoyen et l'une des institutions les plus importantes, les moins remplaçables de la République qu'est la police. Vous êtes le coordonnateur national de la campagne Citoyenneté et Cohésion sociale Police Population. Vous avez été témoin de ces scènes ahurissantes où on a vu, notamment à Yaoundé du côté de Ngousso, 7 agents de police qui régulaient la circulation et qui s'est fait rouler dessus par un automobiliste. On a également vu la situation de cette jeune dame, agent de police également, qui a été traînée sur le macadam. Sa tenue a été déchirée. Et puis le dernier cas en date, le cas du Carrefour Feu Bessengue, où on a vu un agent de police en train de bagarrer carrément avec un automobiliste. Quel regard avez-vous jeté sur ces différentes images qui ont meublé l'actualité cette semaine? C'est de la désolation tout simplement. Ce sont des images qui ternissent pas seulement l'image de la police ou du citoyen, mais du pays en entier. Un pays comme le nôtre, le Cameroun, qui fait déjà face à plusieurs crises, notamment dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'extrême nord avec Boko Haram, l'insécurité dans l'Adamawa, à l'est, n'a plus besoin d'être le théâtre d'un autre foyer d'incompréhension. Surtout quand la situation est conflictuelle, met en scène le citoyen et l'institution en charge de sa sécurité qu'est la police. Vous savez, le citoyen n'est rien sans sa police et la police n'est rien sans le citoyen. D'ailleurs, les policiers font partie des citoyens, sont des enfants des citoyens, sont des parents, sont des frères et sœurs de cette population-là. Les policiers sont des fonctionnaires civils en service dans la foule, en service dans la population. Donc, c'est désolant de voir que notre incivisme aille aussi loin et qu'on se retrouve dans des situations où on ne devrait pas en rire, on devait en pleurer en réalité. Des policiers qui sont pris ainsi à partie alors qu'au quotidien, ils accomplissent, ils réalisent leur mission de service public, on peut le dire ainsi. Ils désengorgent la circulation au quotidien. L'une de leurs missions régaliennes est celle de régler les flux du trafic sur nos routes qui sont très souvent embouteillées. Peut-être que la proximité avec les populations a conduit peut-être à banaliser aujourd'hui le policier. Où est passée la peur du gendarme? En réalité, nos États, les États africains ont eu de la peine dans l'organisation de la migration des services publics. Qu'est-ce que je veux dire? Avant, les institutions sous la colonisation avaient plus de force, s'imposaient aux citoyens et pouvaient, en fait, étaient capables de tout acte, bon ou mauvais, mais les citoyens n'avaient pas assez de connaissances, assez de liberté. Avec les indépendances, avec l'évolution des libertés et la proximité même de notre vie avec le libertinage, il fallait organiser l'éducation des citoyens.
C'est-à-dire ce n'est plus la domination. L'institution n'est plus là pour marcher sur les citoyens. Tous les fonctionnaires ne sont pas là pour imposer ce qu'ils pensent. Ils sont là pour servir les citoyens. Et les citoyens sont là pour bénéficier du service et contribuer à ce que le service public soit efficace. Mais quand on n'organise donc pas l'éducation des citoyens, ça fait que d'un côté, on a les fonctionnaires qui se croient un peu grands, un peu zélés parce qu'ils ont une portion de pouvoir, et de l'autre côté, on a les citoyens qui ne comprennent pas grand-chose du rôle exact du fonctionnaire qui est en face d'eux. Donc, il est nécessaire maintenant de penser à la rééducation de masse impliquant les adultes et les enfants à la fois, d'où l'importance de l'activité que nous avons lancée. Nous allons arriver aux solutions, mais avant, je voudrais quand même qu'on évoque les causes. Comment expliquer quand même ce phénomène qui devient récurrent, des gens, des civils, enfin, c'est vrai que le policier est également civil, mais c'est quand même l'homme en tenue, c'est quand même le policier. Lorsque nous étions peut-être petits, sur le plan de éthique et morale, on savait que lorsque le policier est là, il y a une certaine rectitude, une certaine attitude même à adopter, mais aujourd'hui, on a l'impression que ça a foutu le camp. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Quelle peut en être la cause? En fait, nous sommes dans une société désorganisée. Il y a la corruption d'un côté. La corruption? Parce que la corruption fait que le civil, en fait, l'usager de la route, qui a en face le policier, vous ne savez pas jusqu'où il a ses tentacules. Peut-être il est en contact avec quelqu'un qui est largement au-dessus de l'élément qui est devant lui. Il est capable, il sait que... Le trafic d'influence. Oui, c'est la corruption qui provoque, d'ailleurs, qui nourrit ce trafic d'influence. Les gens sont sûrs que même s'ils tapent sur un policier ici, ils peuvent taper sur un inspecteur et avoir le soutien d'un commissaire divisionnaire. Oui, c'est ce désordre-là. Et aussi le libertinage, parce que nous ne sommes plus seulement à l'échelle de la liberté. Nous avons atteint un niveau de désordre où les gens, tout le monde se croit fort, les gens regardent les films, les gens regardent ce qui se passe dans d'autres pays et parfois veulent transposer sans être intellectuellement, moralement équipés, capable de supporter les conséquences. En fait, c'est tous ces désordres-là. Les mœurs qui vont à la dérive aussi. Effectivement, et c'est ce que j'avais voulu dire quand j'ai parlé de l'éducation, et vous avez dit qu'on allait revenir sur les propositions. En fait, notre éducation ne tient plus. L'éducation que nous avons ne correspond pas au contexte actuel. Au contexte actuel. Donc il y a une crise actuellement. Il y a une crise parce que les gens enseignent davantage les droits de chacun. Chacun lit davantage ses droits, ses libertés. Chacun se croit plus important que tout le monde. Et nous sommes dans une république où les gens se disent que rien ne peut leur arriver. Parce qu'en face, il y a la tolérance administrative. On a fonctionné dans un environnement où tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu ne parles pas de certains sujets de suprématie, si tu n'es pas une menace pour le pouvoir, ça va. Tu peux menacer tout le monde dans ton village, tu peux menacer tout le monde dans ton quartier. Et cette tolérance, parce que nos dirigeants ne voulant pas faire face au soulèvement des populations, font parfois des concessions au-delà de l'admissible, acceptent certaines bêtises, on peut l'appeler comme ça, certaines bêtises des citoyens pour continuer à garder les citoyens dans le silence, à éviter les marches et tout. Et nous sommes arrivés à un niveau où on ne peut même plus contenir les citoyens, même quand on fait toutes les concessions. Parce que les citoyens ont l'impression que les institutions, c'est eux-mêmes. Ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent. Rien ne fait plus peur à qui que ce soit et c'est dommage.
Et c'est dommage, hein, la situation de ces policiers. En tout cas, il ne fait pas beau vivre ces jours, hein, d'être un policier en charge de la circulation routière. Et justement, en parlant des routes, 70% des accidents de la route sont causés par le facteur humain. On parle de la fatigue, on parle du manque de sommeil. Et le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, a pris des mesures. Cette semaine, 3 numéros verts ont été mis à la disposition du public pour pouvoir signaler tout acte susceptible de mettre en danger la vie des passagers à bord des cars de transport interurbain. Comment ça marche? Arnaud Guefak nous en dit plus. 3 contacts pour un but d'interactivité entre le ministère des Transports et les usagers de la route. Le canal initialement choisi, WhatsApp. L'idée est de partager des messages, des vidéos, photos et audios, des dénonciations via ces numéros. Constat, à peine cette veille fonctionnelle, WhatsApp est peu utilisé, mais des coups de fil en un point fini. Moins de 24 heures de ces numéros, on a déjà enregistré plus de 900 appels. Le principe arrêté par les initiateurs est pourtant simple. Victime ou témoin d'un comportement ou d'un fait susceptible de causer des accidents de circulation, dénoncés via ce contact, preuves éventuelles à l'appui. Et la cellule de veille du ministère réagit instantanément. Par exemple, si vous êtes dans un véhicule sous-chargé et prend les photos de la sous-charge, il filme le ticket de ses compagnies de voyage, ils envoient à ces numéros. Derrière ces 3 numéros, ce sont de hauts responsables du ministère des Transports directement en charge des opérations de prévention de sécurité routière pour l'analyse des informations pour la prise de décision immédiate. Ça tourne 24 heures sur 24, même si des abus sont nombreux et les usagers pas toujours sincères. Comme cette image envoyée pour dénonciation. Après vérification, une vieille image prise dans un autre pays. Si cette situation était ici dans notre pays, dès lors que nous avons l'information sur quel axe c'était, on interpelle la brigade de la gendarmerie ou de la police de plus proche pour stopper un tel conducteur pour ne pas continuer son trajectoire. Malgré tout cela, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, est déterminé contre les accidents de circulation en recrudescence ces derniers temps. Retour sur ce plateau, cette édition de la rétro consacrée aux violences faites aux agents des forces de police. Nous sommes avec notre invité, toujours Jonas Alirou. Jonas, cette situation qui est à déplorer, hein, où des individus lèvent la main sur des civils ou leur roulent dessus, portent atteinte à leur intégrité physique. Qui est responsable de cette situation? Est-ce l'individu, l'automobile en tout cas, ou est-ce le policier qui très souvent aussi, hein, il faut le dire, font l'objet de débordements, on les accuse souvent d'abus de pouvoir, on les accuse, hein, de racketter aussi parfois les automobilistes. Qui est responsable de cette situation? D'emblée, nous sommes tous responsables, même vous et moi qui n'avons pas encore mis main sur un policier ou une policière. C'est un problème social. D'un côté, il y a les policiers qui veulent faire des infractions des citoyens, leur guichet automatique, parce que vous n'avez pas tel ou tel truc. Il se dit automatiquement, il doit, avant de vous libérer, avoir quelque chose. C'est dommage. Et autant de choses fâchent la population. Mais dans notre campagne, cet aspect ne nous intéresse pas parce que tout le monde en parle. En fait, tout le monde insulte les policiers. La violence policière est critiquée par tout le monde parce qu'ils sont formés, les policiers sont formés pour nous sécuriser, sécuriser nos biens, sécuriser les institutions, on leur tire dessus. Mais la responsabilité que nous trouvons grande, c'est celle du citoyen. Parce que c'est d'abord le citoyen qui encadre le policier avant qu'il ne devienne policier. Parce que le policier est un enfant d'une famille. S'il part faire le vol, en réalité, il a grandi dans un environnement où le vol n'était pas bien réprimé en famille. Bref, la famille qui est la cellule mère. Qui est la cellule mère, où l'éducation commence.
C'est pour ça que la population est responsable sur toutes les lignes. D'abord, il faut bien éduquer vos enfants pour que quand ils seront à la police, qu'ils soient des modèles. Maintenant, il faut respecter les lois et les règles qui régissent notre vie en République. Très peu de personnes parmi ceux qui insultent les policiers sont souvent en règle. Vous allez voir un automobiliste qui a tous les papiers sont à jour, certes, mais le véhicule n'a plus de phare. Le véhicule n'a plus de rétroviseur. Vous savez, la visite technique peut se faire pour couvrir un an. Se fait pour couvrir un an. Mais la visite technique n'immunise pas votre véhicule contre les accidents, n'immunise pas les ampoules, contre les coups-circuits et tout ça. Et vous pouvez sortir de la visite technique aujourd'hui, le lendemain, vous perdez les phares. Il faut les remplacer. Vous pouvez perdre les rétroviseurs le lendemain, même en sortant de l'espace du centre de visite des techniques. Les citoyens font tout pour garder, pour contourner les lois. Et quand ils ont en face un policier aussi qui fait tout pour gagner de l'argent sur les infractions, ça devient ingérable. On dit non, la police ne travaille pas et tout. Moi, dans notre campagne, ce que nous ne voulons pas entendre, c'est que quand vous voulez insulter ceux qui vous causent des tracasseries sur la route, ne parlez pas de la police. Parce que la police est une institution. Elle n'appartient pas aux policiers. Elle appartient à la République. Elle vous appartient, elle m'appartient, elle appartient à tout le monde. C'est pour nous et travaille au quotidien pour nous. Et autre chose, quand vous voyez les policiers en tenue, ceux qui sont en tenue ne représentent pas 20%. Il y a ceux qui parlent de 10% de la police. Ce que vous voyez en tenue, ça veut dire qu'il y a au moins 90% qui sont en train de faire d'autres choses, qui sont dans la foule avec vous, qui sont à la fête avec vous, qui sont au bar avec vous, qui travaillent jour et nuit pendant que vous êtes en train de dormir, se rassurent que dans votre quartier, il n'est pas possible qu'un ennemi fasse irruption. Bon, quand je vais dire cela, les gens vont dire, mais malgré tout, on vole chez nous. Oui, ça veut dire, on vole chez vous, mais s'il n'y avait pas cette police qui travaille, c'est que ça ne sera pas seulement les vols. Vous ne vivrez même pas dans le quartier où vous vivez. D'ailleurs, le mot d'ordre de ce côté-là, c'est servir. Effectivement. Et il faut donc se dire, en tant que citoyen, vous ne gagnez rien à faire le bras de fer avec une institution. Le policier qui est devant vous, si vous avez l'impression d'avoir raison, si vous avez tous vos papiers, on siffle, mais arrêtez-vous. C'est aussi simple que ça. Même si vous avez tous les papiers et vous êtes sûr que vous êtes pressé, la chose la plus simple, c'est d'obtempérer. Quand on siffle, la police peut siffler juste pour vous dire que la route est coupée devant. C'est son travail. La route, la police peut vous siffler juste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se... peut-être quelque chose se détache de votre véhicule. Ça aussi, c'est une possibilité. Parce qu'ils sont en train de vous d'assurer votre sécurité et la sécurité de votre bien qui est le véhicule. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Ils sont là pour s'assurer que vous qui passez la route, vous êtes en sécurité. Et vous ne constituez pas une possibilité d'insécurité pour vous-même et pour les autres. Parce que quand vous avez un véhicule qui n'est pas à jour, votre véhicule est une possibilité d'insécurité pour vous-même. Si le frein vous lâche, vous écrasez une personne, vous également, vous écrasez. Donc, c'est tout le monde qui est responsable, pour revenir à votre question, c'est tout le monde qui est responsable dans les violences que vous observez. Il n'y a plus de classe sociale. Dernièrement, on a vu députés, on a vu des chauffeurs qui ne sont pas taximens, on voit des taximens. Donc, en réalité, il n'y a plus une classe sociale spécifique. Avant, on insultait les moto-taximens pour dire que ce sont eux les désordonnés, ce sont eux les inciviques. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement eux.
Le phénomène se généralise. Se généralise et c'est dommage. Mais est-ce que ces différents scénarios qu'on a observés là, ce n'est pas le reflet d'un phénomène peut-être plus général et plus profond qui touche la police camerounaise? Peut-être c'est révélateur du mal-être que vivent les policiers au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vrai ce que vous dites. J'échange avec beaucoup de personnes qui sont de la police, qui ne sont pas de la police. Moi, je ne suis pas policier, je ne travaille pas pour le DG. Vous êtes un acteur de la société civile. Je suis un acteur de la société civile. J'ai la possibilité d'être au courant d'un certain nombre de choses, même des dénonciations. Depuis que nous avons lancé la campagne citoyenneté et cohésion sociale, police, population, il y a des policiers qui se plaignent, qui nous disent, mais ce que vous voyez dans la rue, ça c'est petit. Quand on nous détache pour sécuriser les étrangers nous gèrent comme ils veulent. Et parfois, les étrangers ont des bras longs, savent où envoyer de l'argent et gèrent donc l'élément qui est à leur disposition comme un domestique. Bon, aussi que votre les violences ne sont pas seulement physiques, mais également morales, psychologiques. Il faut aussi que les policiers se reposent. Il faut qu'il y ait la relève. On ne peut pas laisser... Moi, il y a des quartiers où je vois les mêmes policiers tous les jours. Et le policier que vous voyez tous les jours, quand vous voyez sa tenue, vous vous demandez est-ce qu'on ne peut même pas lui remplacer si lui-même il n'est pas conscient du fait que sa chaussure est finie ou que le truc est déchiré. D'autres sont quand même propres. Hein. Il y a des améliorations, ce qui est sûr. Avec le DGSN Bargangele, on voit quand même les tenues sont propres et tout. Mais à côté de ça, il y a quelques-uns des policiers, quand vous les rencontrez, vous sentez qu'ils sont fatigués dans leur tenue et tout. Et dans les mêmes carrefours tout le temps. Mais pourquoi on ne leur donnerait pas aussi un peu de repos? Bon, je ne suis pas à l'intérieur, je ne connais pas tout le code, mais c'est aussi bien si on constatait que les policiers arrivent, ont toute l'énergie et on fait la relève, d'autres arrivent avec toute l'énergie, que de rencontrer quelqu'un qui est déjà fatigué, qui semble même saoul. Quand il est saoul, il faut qu'on l'enlève au bord de la route, parce que quand il est saoul, les autres sont au courant qu'il est déjà saoul, qu'on n'attende pas qu'il soit en contact avec les usagers. Ça salit la police et c'est une possibilité d'incompréhension, parce que celui qui est sous, vous n'êtes pas sûr que ce qu'il va dire aux usagers est exactement ce qu'il devrait dire. Et que demain, quand vous allez le questionner, qu'il dira exactement ce qui s'était passé avec l'usager. Donc il y a autant de choses. Il y a même dans des services, dans des régions, des policiers qui se plaignent. Mais là n'est pas la logique de notre campagne. Mais c'est également des formes de violence. Et quand les gens se plaignent, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il faut écrire. Il faut écrire au délégué général à la Sûreté nationale. Parce que les informations que nous avons aussi donnent l'impression que quand un cas arrive devant lui, il prend la peine de trouver des solutions acceptables, des solutions d'apaisement. Et donc, ceux qui ne se sentent pas bien, nous, on n'est pas là pour porter les problèmes internes des policiers. Nous sommes là pour organiser l'éducation civique, pour faciliter la collaboration entre les citoyens et les institutions. Mais toujours est-il que les policiers, en interne comme en externe, ont besoin de plus de respect, ont besoin de plus de protection. Sinon, nous ne serons pas en sécurité. Il y a également d'autres problèmes qui sont internes. Il y a des commissaires spéciaux dans des régions où le rapport qu'il fait, il connaît la vérité dans l'affaire. Mais quand vous le rencontrez, il dit non, mais l'affaire que tu vois là, un député, votre député m'a appelé, le maire m'a appelé pour me dire voici et tout. Et le policier qui fait le vrai rapport, c'est lui qu'on va enlever. Et ça, il y a eu des cas. Le trafic d'influence, une fois de plus. Il y a eu des cas. Il faut qu'on soit dans une société où les policiers aient une certaine protection dans leur travail, qu'ils aient la possibilité
de dire la vérité, même si c'est contre le plus fort qu'eux. Là, on va avancer vers l'amélioration. Il faut trouver des mécanismes adéquats pour protéger ces policiers-là qui sont dans des situations inconfortables. Effectivement. Et là, ce n'est pas notre travail, parce que je ne suis pas spécialiste de la sécurité. Ce que nous connaissons, c'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous entendons les gens dire, ou des plaintes internes de certains policiers. Mais je répète, ce n'est pas là l'objectif de notre campagne. Notre campagne, c'est bon. La police, comme toutes les institutions, a ses problèmes en interne. Mais quand elle sort pour travailler avec nous, qu'elle ne transpose pas ces problèmes qu'elle a en interne. Ce n'est pas parce qu'on ne te met pas en mission là-bas que tu vas venir faire la mission sur les citoyens. Ce n'est pas bien. Et toi, le citoyen, ce n'est pas parce que tu as le doctorat et que tu as en face de toi un gardien de la paix que tu dis, bon, lui, c'est un certifié, il va me faire quoi? Non, la République ne fonctionne pas de la sorte. Les institutions irremplaçables, la police fait partie des institutions pratiquement irremplaçables. Incontournable aussi. Incontournable. Nous avons fonctionné dans ce pays sans le Sénat depuis des années. Le Sénat est récent. Mais la République fonctionnait. Nous avons fonctionné des années, 60 ans après les indépendances, sans le Conseil constitutionnel. Mais on ne pouvait pas fonctionner, on ne peut pas fonctionner un an si on détruit l'institution policière. Parce que nous ne serons plus en sécurité, nos biens ne seront plus sécurisés. Même les institutions qui se croient plus fortes que la police ne pourront plus fonctionner parce que la police, elle est partout. La police, elle est partout, elle occupe une grande place dans la vie des Camerounais au quotidien. La police qui a également fait la une de l'actualité cette semaine avec cette cérémonie de remise de matériel scolaire aux orphelins de la police. C'est une cérémonie qui a ému plus d'un, une cérémonie suivie de bout en bout par Karel Mezatia. Des cartables contenant des livres, cahiers, stylos à billes, entre autres, pour des apprenants du premier et second cycle des sous-systèmes éducatifs anglophones et francophones. Des rames de papier format et d'autres matériels scolaires pour des universitaires. Près de 2000 élèves et étudiants orphelins de la Sûreté nationale reçoivent là un coup de pouce de la Policemen's Wives Association, POWA en abrégé, pour reprendre le chemin de l'école. Les meilleurs parmi eux décrochent en plus des bourses de l'excellence. Une bouffée d'oxygène. Ça représente beaucoup pour moi parce que l'année scolaire va être très difficile s'ils n'étaient pas là et nos parents vont être très contents grâce au cadeau qu'ils nous ont donné. Une marque de solidarité à l'endroit de ces enfants dont les parents sont tombés au champ d'honneur. 6 ans déjà que leurs mamans sont à leur chevet, le bilan parle de lui-même. L'initiative est salutaire, surtout au moment où la Covid-19 dicte sa loi et affecte l'économie à tous les niveaux. C'est ce que pense le gouvernement ici représenté par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, qui préside la cérémonie. Sans éducation, l'enfant n'a aucun avenir. Il est exposé à tout type de fléaux, à tout type de fléaux sociaux. C'est la toxicomanie, c'est la violence, c'est la prostitution, avec pour ultime risque de le transformer en bourreau. Une prouesse réalisée avec le concours des partenaires de la POWA. Tous se sont unis à la progéniture des vaillants soldats qui ont passé l'arme à gauche pour festoyer au rythme de la musique de la police camerounaise en ce jour spécial. Retour sur ce plateau où nous parlons de la crise entre ces agents de police qui régulent la circulation et les automobilistes eux-mêmes, les uns qui sont au service des autres, mais difficile entente ces dernières semaines. Alors, Alirou, au rang des propositions, vous êtes à la tête d'un vaste mouvement, la campagne Citoyenneté et Cohésion Sociale Police-Population. Qu'est-ce que c'est? Vu toutes les incompréhensions notées entre les policiers et les citoyens, l'association Family Club, dont je suis le coordonnateur, porte
une campagne dénommée Citoyenneté et cohésion sociale, police, population. C'est un projet qui vise à sensibiliser la population, d'abord sur le bien fondé de la police, ce qu'elle fait quand elle vient chez vous, ce qu'elle est censée faire, ce que vous pouvez demander d'elle, peut-être si elle est en train de perquisitionner, vous demandez le mandat, vous n'avez pas besoin d'empêcher que la police entre. Demandez juste le mandat, c'est quand il n'y a pas le mandat que vous sécurisez votre maison en appelant le secours. La même police, vous appelez, il y a d'autres services qui vont venir. Si c'est une équipe qui est en infraction dans votre domicile. Donc, nous, depuis 2 semaines, nous produisons des messages qui sont des extraits du code pénal, des extraits du code de procédure pénale, des conseils de grand-mère, des conseils de famille, dans le but de faire comprendre autant à la police qu'à la population l'importance de collaborer, de s'accepter, parce que c'est une obligation. La police et la population vont vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité qu'une dise à l'autre « je ne te veux pas ». Et comme c'est donc une obligation, il y a des cadres qui régissent la collaboration. Il faut bien que la population comprenne ce cadre. Ce sont ces documents que nous mettons à la disposition. Chaque matin, nous produisons, à 5 heures, nous diffusons dans des réseaux sociaux, à 10 heures, à 13 heures, à 15 heures, à 20 heures, 22 heures et à 5 heures encore. Donc, c'est le cycle. On produit, chaque nuit, nous produisons des messages que nous diffusons. Mais ça, c'est la première phase. Et cette première phase est un soutien inconditionnel à la police. Vous allez constater dans tous les messages que nous envoyons, nous présentons la police comme elle est une institution. On ne discute pas, on ne marche pas sur une institution, quelle que soit la raison. Une institution qui a ses faiblesses aussi. Oui, qui a ses faiblesses, certes. Mais en République, on protège les institutions d'abord. Il faut rendre des institutions fortes. Parce que demain, si vous avez raison contre moi, dans l'enquête, ce sera la police, ce ne sera pas vous. C'est pas parce que vous avez raison. Le peuple. Ouais. Donc, il faut protéger l'institution pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit disponible, pour qu'elle s'améliore. Même si elle a des manquements, dénonçons ces manquements, mais sans porter atteinte à l'intégrité physique de nos compatriotes qui ont choisi de servir dans cette institution. Donc, la première phase, c'est vraiment la sensibilisation sur la citoyenneté, sur la collaboration, sur le vivre ensemble. Il y aura, après la rentrée, des activités physiques. Nous sommes en train de préparer des tracts, nous sommes en train de préparer des affiches qu'on va poser dans des écoles, qu'on va poser dans des lieux publics, qu'on va distribuer, toujours dans la logique d'expliquer, d'éduquer les masses à la citoyenneté et au respect des lois, des règlements et des institutions qui gèrent notre liberté au quotidien. Il y aura également des activités avec des mouvements des transporteurs, parce que il y a plus d'altercations entre les policiers et les usagers des routes, conducteurs d'engins. Parce que c'est une obligation, chaque matin, ils vont traverser les barrières, ils vont traverser les contrôles, et ils auront toujours la police devant eux, ces transporteurs. Donc, il faut travailler avec des transporteurs, organiser des cadres d'échange. Nous cherchons des moyens pour ça, je vous le dis, parce que nous n'avons, la campagne n'est pas encore soutenue, elle est portée par nous-mêmes, portée par notre volonté d'apporter une contribution dans la construction de cette grande nation que nous aimons tous, le Cameroun. Et donc, si nous parvenons à avoir davantage de force, nous allons organiser dans chaque région des plateformes d'échange entre des autorités locales de police et des autorités locales des mouvements des transporteurs, c'est-à-dire des syndicats, des associations. Il faut trouver un cadre organisé par un groupe neutre, comme le NORD, qui est une association de la société civile, pour faciliter les échanges. Parce que parfois, les transporteurs ont à dire à la police, c'est parce qu'il n'y a pas un cadre
qui permet de dire aux délégués régionaux, par exemple, de la Sûreté nationale, que, comme vous voyez là, il y a tel élément que chaque fois que vous le mettez à tel niveau, il nous crée tel ennui. C'est compris. Hein? Quand ce n'est pas possible, donc, les gens envoient sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas nous qui contrôlons les réseaux sociaux. Ça se retrouve partout, et on dit, mais donc c'est ça ce pays. Et la campagne va s'étendre sur combien de temps? La campagne, elle va jusqu'en décembre, parce que nous allons gérer la période de la rentrée, la période du premier mois de l'année scolaire, avant de passer à des activités avec d'autres groupes autres que les élèves et les vendeurs, les vendeuses dans les marchés. Il va falloir continuer parce que le transport, les usagers seront plus nombreux sur les routes d'ici décembre. C'est toute cette période, il y aura trop de trafic. Ça veut dire qu'il y aura toujours rencontre entre policiers et citoyens. Donc il faut travailler. C'est que dans chaque région, nous trouvons un cadre où la police, les leaders des mouvements de transporteurs, des leaders de tous les autres mouvements se retrouvent et échangent comme famille. Pas comme famille, c'est même la famille, puisque il y a des transporteurs dont les parents sont dans la police, dont les frères sont dans la police. Donc, il faut travailler à faciliter la compréhension, trouver des cadres d'échange décomplexés. Parce que quand un citoyen se lève, seul va dans le bureau du commissaire, même si vous êtes grand comment, le commissaire assis sur son siège, tourne, vous regarde, il est en position de pouvoir. Et donc, vous ne pouvez pas échanger avec lui aisément, mais si on le sort avec certains de ses collaborateurs et vous vous retrouvez dans une salle pour échanger, pour dire, mais nous ne sommes pas des ennemis de la nation, nous sommes sur la route parce que nous cherchons à manger, d'autres sont sur la route parce qu'ils doivent aller au travail dans le véhicule et tout. Il y a des éléments de la police qui salissent le nom de la police. Donc, c'est dans des cadres d'échange, de partage de connaissances que la police elle-même va comprendre avec précision ce que la population lui fait comme reproche. Elle n'est pas saine, elle ne devrait pas être saine parce que c'est une institution gérée par des êtres humains. Elle peut être améliorée et son amélioration, l'amélioration de son efficacité sur le terrain dépend également de notre contribution, vous et moi, et ce qui nous regarde en tant que citoyen. C'est compris, Ali Roux. On ne saurait terminer cette émission sans saluer l'action du Centre de commandement de la vidéosurveillance qui abat un travail formidable pour notamment retrouver les chauffards et autres cas d'infraction sur nos routes. La route, c'est un bien public et on ne gagne rien à s'opposer aux agents de police qui sont là pour servir, pour nous servir. Et n'oubliez pas que lorsque vous tapez le 117, c'est le numéro, le code pour Allo Police, c'est un policier qui vous répond. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de la Rétro. Merci Ali Roux d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Un seul mot, la police n'est pas notre ennemi. La police, elle a été créée comme une institution pour assurer notre sécurité, la sécurité de nos biens, la sécurité des institutions. Et notre pays a déjà d'autres problèmes. Il y a déjà des fronts partout. Nous ne gagnons rien à multiplier des foyers d'incompréhension, surtout quand c'est en interne. Les ennemis peuvent venir nous attaquer, nous allons nous unir avec notre police, avec notre armée pour chasser l'ennemi qui nous dérange. Et si c'est entre nous qu'il y a des incompréhensions, ça veut dire que nous sommes mal barrés. Faisons l'effort d'être civiques, de part et d'autre, que les policiers fassent leur travail tel que leur déontologie, tel que leur règlement intérieur les autorise, et que les citoyens se mettent en règle. Et de part et d'autre, il n'y a que la tolérance qui peut permettre à une famille de grandir. Et nous sommes une famille, le Cameroun. Comme une parole d'évangile, ce dimanche, Ali Roux a prêché. Et voilà qui est dit pour clore cette émission. La rétro-édition de ce dimanche top et fin. Rendez-vous dimanche prochain. Nous parlerons certainement de rentrée scolaire. Madame, Messieurs, merci une fois de plus de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Bon dimanche.